toutes. Donc nous allons aborder un thème un peu complexe, mais qui nous concerne tous, qu'on soit boulanger, meunier, fabricant d'ingrédients. C'est le sujet de la spéculation boursière, voilà, qui impacte en ce moment assez fortement nos artisans. Donc ils perdent des marges et du coup ils perdent aussi des ventes. Voilà, avec les teamers, on a décidé de prendre un peu de recul avec un intervenant qui est un peu original dans notre métier. Voilà. Bienvenue à Valentin Brochard, qui est spécialiste, en fait, expert de la souveraineté alimentaire. Il connaît bien la spéculation sur le blé au niveau international. Donc ça va être un interview pédagogique, on va dire, avec des slides qui vont vous être présentés pour vous expliquer un peu les fonctionnements et voilà, comment ça se fait qu'on soit autant impacté par les flambées des prix. Alors évidemment, la guerre en Ukraine, voilà, il y a eu des pertes de récolte. On est passé de 19 à 13 millions de tonnes. Voilà, c'est les chiffres entre 2021 et 2022. Donc une baisse quand même sensible. Cela dit, le marché mondial se porte plutôt bien. Le blé circulant ou le blé stocké, on est à 760 millions de tonnes, contrairement à 750 millions de tonnes l'année dernière. Donc il y a plus de blé, mais les prix augmentent. Alors voilà, Valentin Brochard va nous expliquer voilà, comment ça se fait qu'on soit autant impacté. Et on essayera de voir s'il y a des solutions pour nous, boulangers, meuniers, fabricants, voilà, de sortir de ça. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'on peut imaginer des choses? Voilà, c'est un peu notre rôle aussi de journaliste, de fournir des éclairages voilà, un peu originaux. Merci Valentin. Donc peut-être tu peux nous présenter déjà ton métier. Oui, et bien sûr. Le CFD Terre Solidaire, qu'est-ce qu'il fait, à quoi ça sert? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Valentin Brochard, moi je suis chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ce travail. Et en gros, je travaille sur tout ce qui va être influence des politiques publiques agricoles et alimentaires au niveau international pour lutter contre la faim, pour lutter contre la sous-nutrition. Donc c'est principalement tout ce qui va être influence au niveau de Bruxelles et des Nations Unies sur les grandes initiatives internationales pour lutter contre la faim. Le CCFD Terre Solidaire, c'est une ONG du coup de développement qui est française, qui a 60 ans, qui est une ONG qui travaille dans près de 70 pays uniquement par subsidiarité, c'est-à-dire qu'on n'a aucun staff expatrié, on est juste en soutien en fait aux organisations de producteurs, aux organisations paysannes, aux organisations de meunerie ou aux syndicats agricoles qui existent dans les pays en développement et on est juste en soutien financier, logistique et mise en réseau pour qu'ils puissent travailler et puissent s'en sortir du mieux possible. On travaille contre la faim, mais on travaille sur toute une branche d'activités qui vont des droits humains aux questions migratoires, etc. Moi, je travaille uniquement sur les questions de souveraineté alimentaire et donc sur le volet politique. Pourquoi, vous allez me dire, je me suis intéressé à la question des prix alimentaires et à la question du blé principalement parce que c'est un des principaux vecteurs de la faim et de la hausse de la faim dans le monde. Ça fait 6 ans que l'insécurité alimentaire au niveau mondial, elle est en hausse. C'est 30% de la population mondiale qui est en insécurité alimentaire l'an dernier. C'est une réalité qui touche tant au nord qu'au sud. En Europe, c'est 10% de la population européenne. On l'a bien vu lors du Covid avec les queues devant les banques alimentaires. Et une des principales causes de cette hausse de la faim dans le monde, c'est la question de l'accessibilité financière de l'alimentation. C'est 2,4 milliards d'individus l'an dernier, qui n'avaient pas les moyens en fait, de se nourrir convenablement, d'avoir une alimentation qui était suffisamment diverse et suffisamment nutritive. Bon, on parlait de la nutrition juste avant, parce que la faim, ce n'est pas une question de production, c'est une question d'accès, c'est une question de prix. Or, là, on l'a dit, on est en pleine crise, on est en pleine flambée des prix alimentaires, notamment sur le blé, et ça va avoir des impacts. On est assis là actuellement sur une bombe alimentaire et on risque d'avoir à nouveau des scénarios avec des émeutes de la faim d'ici malheureusement 1 an. Je me permets d'enchaîner. Ouais. Donc,
Premier constat sur la volatilité des prix alimentaires, c'est qu'elle ne date pas du conflit ukrainien. Ça, c'est l'indice FAO des prix alimentaires, donc l'indice des agences des Nations Unies sur les prix alimentaires, depuis les années 2000 jusqu'à 2022, donc sur... excusez-moi. 2000. Oui, 2000. Depuis les années 2000 jusqu'en 2022, et ce qu'on voit premièrement, c'est qu'il y a une volatilité des prix au niveau international qui est structurelle. On a 3 pics. On a le pic des émeutes de la faim en 2009, un pic en 2011, de 2011 à 2013, qui est la deuxième crise des prix alimentaires mondiale, et le pic actuel, qui est la flambée des prix qui fait suite au conflit ukrainien. Est-ce que ça fait que suite au conflit ukrainien ou est-ce que c'est précédent au conflit ukrainien? C'est principalement précédent. Le conflit ukrainien, il est arrivé à peu près à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est qu'on était en hausse sur les prix alimentaires mondiaux, là c'est uniquement les prix des céréales, sur les prix des céréales au niveau mondial depuis 2020, depuis la pandémie de Covid-19, et qu'avant même l'agression russe de l'Ukraine, on savait qu'on allait avoir une hausse drastique des prix alimentaires mondiaux en 2022. On savait qu'on allait avoir en fait une crise alimentaire en 2022, avant même l'agression russe de l'Ukraine. Par contre, indéniablement, l'agression russe de l'Ukraine a rajouté de l'huile sur le feu et a tiré clairement les prix vers le haut. Désolé, j'ai mal cadré. Là, c'était les céréales au niveau mondial. Je vous ai fait un focus sur le blé, sur le Matif. Le Matif, c'est le marché à terme du blé meunier qui est basé à Paris. C'est le principal marché d'échange du blé meunier au niveau européen. On voit à peu près la même évolution, des prix qui sont en hausse avant même la crise ukrainienne et une hausse subite et une forte volatilité après l'agression russe de l'Ukraine. On était dans des proportions, grosso modo, avant l'agression russe de l'Ukraine, aux événements qui ont commencé à provoquer les émeutes de la faim en 2009. Donc en fin 2021, on avait une hausse sur toute l'année 2021 de 30% des prix de l'alimentation mondiale. Et donc on savait concrètement qu'on allait avoir cette crise. Pour vous donner un ordre d'échelle, en 2022, la hausse du prix moyen de l'alimentation, c'est plus 20%. Donc concrètement, on est sur une pente qui est malheureusement très forte. Donc pourquoi est-ce que les prix flambent et pourquoi est-ce que les prix flambent avant même l'agression russe de l'Ukraine, avant même 2022? Déjà, il y a des raisons qui sont préexistantes, il y a des raisons structurelles à cette hausse des prix. On a depuis 50 ans en fait construit un système agroalimentaire mondialisé, qui est internationalisé, qui repose sur des exportations, des importations, et qui, s'il a permis en fait de mettre de côté tout ce qui va être famine par carence, c'est-à-dire crainte de pénurie alimentaire. Concrètement, on n'est plus dans les années 80 avec les grandes famines dans la Corne de l'Afrique où on manque de production. Actuellement, la faim, je vous l'ai dit au début, c'est un problème de disponibilité, pas de production. Les gens meurent de faim à côté de greniers pleins, à côté de supermarchés qui sont remplis. Ce système, du coup, mondial internationalisé, il est particulièrement vulnérable aux chocs sociaux, aux chocs climatiques, mais aussi aux chocs économiques, parce qu'il fonctionne à flux tendu et toute perturbation en fait, de ces flux internationaux va se retranscrire sur les prix. Or, à partir de 2020, on a eu deux chocs un peu majeurs qui se sont mis en place. On a eu premièrement une multiplication des aléas climatiques. On savait que cette multiplication, elle arrivait, mais depuis 2020, dans les pays en développement, dans les pays producteurs, notamment de céréales, notamment de blé, on a eu une multiplication des aléas climatiques. Quand je vous parle d'aléas climatiques, ça va être les chocs climatiques un peu extrêmes, donc principalement inondations, sécheresse. Actuellement, c'est la principale source de perte de production agricole dans le monde, sont les chocs climatiques. Et cette multiplication des aléas climatiques, elle a été cumulée, elle était prévisible, mais elle a été cumulée aux impacts de la pandémie de Covid-19. Donc ce n'est pas la pandémie qui a eu des impacts directement, mais ce sont les restrictions de déplacement et les mesures de protection sanitaire qu'on a mis en place pour se prévenir de la pandémie qui ont profondément en fait, déstabilisé les chaînes de valeur agricoles et les chaînes de valeur alimentaires au niveau international.
ce sont des agriculteurs qui n'ont pas pu exporter leur production parce que concrètement, il y avait des couvre-feux ou il y avait des confinements. Ce sont des producteurs qui n'ont pas pu, dans les pays en développement, avoir les intrants parce qu'ils étaient dépendants de chaînes de valeur qui étaient françaises, qui étaient européennes, qui étaient d'Amérique du Nord et qui n'ont pas pu avoir leur production. Et ce sont aussi nous, on a des partenaires, je pense notamment à un partenaire qui cultive, bon, c'est pas une céréale, désolé, c'est la pomme de terre, qui a vu ses récoltes pourrir sur pied parce que concrètement, il ne pouvait pas avoir de main-d'œuvre. Il ne pouvait pas, à cause des confinements, à cause des restrictions aux frontières, c'était une main-d'œuvre qui était immigrée, qui travaillait dans les champs, il n'a pas pu cultiver son champ et concrètement, ce sont pour des millions d'individus, ce sont des récoltes qui ont été perdues. Ces deux aléas, ces deux sujets, excusez-moi, multiplication des aléas climatiques, déstabilisation des chaînes de valeur liées à la pandémie, ça a fait une pression sur les marchés depuis 2020 et ça a entraîné progressivement la hausse des prix que vous avez vu à partir de 2020 jusqu'en 2022. Pourquoi, cependant, est-ce qu'il y a eu une forte hausse en 2022? Qu'est-ce qui explique ce pic? Donc, bien entendu, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est lié aux conséquences du conflit ukrainien, de l'agression russe de l'Ukraine. Ce sont deux pays qui sont des géants agricoles, qui sont des géants agroexportateurs. La Russie et l'Ukraine, c'est 23% des exports de blé au niveau mondial, c'est 12% des calories échangées. Et la Russie, mais aussi la Biélorussie dans une moindre mesure, la Russie, c'est le premier exportateur mondial d'engrais, de gaz naturel et le deuxième exportateur mondial de pétrole. Donc forcément, des conflits impliquant ces deux parties, avec les sanctions derrière qui se sont mises en place, ça allait avoir des conséquences majeures sur la sécurité alimentaire mondiale, sur les prix alimentaires mondiaux. Juste pour rappeler la courbe des prix du blé sur les derniers mois plutôt. Après l'entrée en guerre de l'Ukraine, le cours est monté jusqu'en juin. Ensuite, il est redescendu un petit peu en été. Et là, il remonte de nouveau, avec peut-être il y a des impacts psychologiques. Il est à peu près à 373 € la tonne aujourd'hui. Voilà, c'était juste pour vous resituer. On savait que le conflit entraînant deux géants agroalimentaires mondiaux allait avoir des impacts sur les prix. Pourtant, généralement, et dès le début du conflit, on a limité en fait cet impact à une question de quantité produite. On s'est dit, ils ne vont pas pouvoir exporter. Les Ukrainiens, qui sont un peu un grenier de blé de l'Europe, vont avoir des productions moindres. C'est moins de 30% les prévisions sur les récoltes de blé ukrainiennes. On va poser les termes de l'enjeu en question de quantité produite. Il faut produire plus en Europe, il faut produire plus aux États-Unis pour pallier en fait ce manque de production russe et ce manque de production ukrainien. C'est ce qui a notamment amené notre ministre de l'Agriculture à l'époque à dire il faut produire plus en France pour exporter plus, en passant à récupérer les marchés nord-africains que la France avait perdus sur ses exportations de blé, mais concrètement pour pallier le manque d'exportation russe et ukrainienne. Cette affirmation est fausse. Concrètement, le problème des prix et de la flambée des prix en 2022 n'est en rien en lien avec un manque de production. Les stocks alimentaires mondiaux sont bons, la production a été bonne et les prix ne sont absolument pas corrélés avec la disponibilité des stocks. En vert, c'est les données collectées par les Nations Unies au niveau international. En vert, vous avez le prix des céréales. Vous voyez clairement la hausse à partir de 2019. En bleu, vous avez la production mondiale de céréales. En violet, c'est le rapport stock par rapport à utilisation. C'est totalement décorrélé. Vous n'êtes pas sur une évolution des prix qui suit en fait une logique de marché, qui suit une logique libérale où on se dit concrètement il y a une offre, il y a une demande, le prix va suivre. Donc s'il n'y a pas une corrélation entre le prix et la production mondiale ou une corrélation avec les stocks, pourquoi est-ce que les prix flambent depuis 2022? Qu'est-ce qui a concrètement changé? Personnellement, je vois trois raisons principales. Je vais les mentionner toutes les trois. Je vais m'appuyer peut-être un peu plus sur la dernière. La première raison, c'est qu'il y a une hausse générale des coûts de production agricole partout dans le monde. Comme je vous l'ai dit, la Russie est un des principaux producteurs d'engrais. Elle exporte moins d'engrais, c'est à peu près 30%, 26% des engrais mondiaux qui sont produits en Russie. Elle exporte moins ces engrais. Du coup, le prix des engrais mathématiquement au niveau mondial monte et ça augmente les coûts de production pour les céréaliers. Deuxième raison, c'est qu'on a une hausse
des coûts de l'énergie, concrètement des coûts du gaz et des coûts du pétrole, qui font également augmenter les coûts de production. Premièrement parce que pour produire, transformer, stocker, acheminer la nourriture, ça demande de l'énergie, ça demande du gaz, ça demande du pétrole, et donc c'est des coûts qui se répercutent. Et parce que les engrais sont des dérivés généralement de gaz ou de pétrole, et le coût des engrais est annexé sur le coût des gaz et sur le coût des pétroles. Donc mathématiquement, vous avez une hausse générale des coûts de production agricole qui se répercutent sur les prix. Deuxième élément, vous avez une multiplication en fait, des réponses internationales qui sont contre-productives. À ce jour, il n'y a pas de réponse internationale coordonnée pour faire face à cette hausse des prix agricoles, des prix mondiaux de céréales. Vendredi dernier, enfin toute la semaine dernière, on était en négociation au niveau des Nations Unies pour essayer de mettre en place une réponse internationale face à la crise. C'est à nouveau un échec. Chaque État actuellement peut lancer son initiative, peut faire ce qu'il veut sur le sujet, même si c'est contre-productif. Ce manque de coordination internationale, ça a deux impacts concrets. Je vais illustrer. Le premier, c'est qu'on a des pays qui, de manière totalement logique, se disent « les prix flambent, je n'ai pas une perspective d'amélioration au niveau international, je vais faire des stocks », et qui du coup sont dans une logique d'amassement. C'est l'exemple de la Chine. Actuellement, la Chine, elle dispose de 51% des réserves publiques de blé au niveau mondial. Ce sont des denrées qui ne circulent pas, qui sont dans les stocks chinois. Depuis le début de la crise, la Chine est dans une logique d'amassement. Ça tire les prix vers le haut, c'est totalement contre-productif, mais comme il n'y a pas de coordination internationale, ça pose problème. L'autre exemple, c'est qu'il y a des pays, mais de manière à nouveau totalement logique, qui se disent « moi, je vais restreindre mes exportations ». Concrètement, il y a des prix internationaux qui crèvent le plafond, du blé, de céréales. Moi, j'exporte du maïs, j'exporte du manioc, j'exporte des légumineuses. Je vais limiter mes exportations, et mes exportations, je vais les rediriger sur mon marché national pour nourrir ma population. Actuellement, c'est à peu près 23 pays ce matin qui limitaient leurs exportations au niveau mondial, et c'est 17% des calories mondiales qui ne sont pas échangées. Parce que les pays ont interdit leurs exportations, ont limité. C'est l'Inde, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Indonésie, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso qui concrètement disent « moi j'ai besoin de nourrir ma population ». Ça tend les marchés et ça participe à une tendance haussière des prix. Et la dernière raison, qui pour moi est une des raisons majeures mais qui actuellement est absolument pas dans le radar au niveau politique, c'est la spéculation sur les marchés internationaux. Les deux précédentes crises alimentaires que je vous ai mentionnées dans la première slide, en 2009, les émeutes de la faim, en 2011, de 2011 à 2013, la crise des prix alimentaires internationaux, sont des crises qui ont été fortement alimentées par la spéculation financière, par la spéculation boursière sur les marchés internationaux. Depuis, il n'y a quasiment rien qui a été fait pour encadrer cette spéculation. On est dans une logique où on se dit le marché va se réguler de lui-même. Concrètement, il n'y a pas besoin d'avoir des limites de position qui sont fortes. Il n'y a pas besoin d'avoir une transparence trop marquée sur les stocks publics ou privés. Il y a eu quelques initiatives, mais elles sont très limitées depuis 2012. Le marché va se réguler et c'est une période de crise qui va passer. On est quand même dans la troisième période de crise en moins de 13 ans, la troisième flambée des prix alimentaires internationaux en moins de 13 ans, avec des conséquences qui sont drastiques sur des milliards d'individus. Depuis le début de l'agression russe de l'Ukraine, on a eu, même si ça n'a pas encore été totalement documenté, enfin à l'époque ce n'était pas documenté, des pistes sur les marchés internationaux qui nous faisaient dire qu'il y avait un retour de la spéculation. C'est des fonds d'investissement qui commencent à faire leur pub en disant les prix sont hauts, c'est le moment de faire des bonnes affaires. C'est une forte volatilité sur la bourse de Paris ou sur la bourse de Chicago sur le prix des céréales. On a eu tout un faisceau d'indices qui nous, du coup au CCFD, nous ont dit bon la spéculation, ça a drivé la crise de 2009, la crise de 2011. Il faut regarder ce qui se passe au niveau de 2022. Vu que la législation n'a pas énormément évolué, ça serait plutôt logique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé regarder ce qui se passait. On est une ONG à la base française, donc on est allé regarder ce qui se passait sur le marché à terme de Paris et sur le cours du blé meunier sur le marché à terme de Paris. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le marché à terme de Paris? C'est parce que c'est une place boursière qui a vachement pris d'importance depuis 2010 au niveau mondial. Concrètement, c'est le premier marché européen d'échange du blé meunier et c'est une place boursière où concrètement il y a un degré de transparence suffisant qui nous permet d'avoir des informations. Et surtout, c'est une place boursière qui concrètement a les mêmes tendances que le cours du blé international, qui a les mêmes tendances que la première place boursière au niveau international, qui est le marché de Chicago. Là, en rouge, vous avez les cours sur le Matif. En noir, vous avez les cours sur le bourse de la Chicago. On voit quand même qu'il y a une relation, donc du coup, c'était pertinent d'analyser ce qui se passait
au niveau français et d'en tirer quelques conclusions. Concrètement, ce qu'on en ressort, c'est trois principales... et du coup, on s'est centré sur l'évolution de la spéculation et des échanges sur le matif depuis 2020, depuis que les prix ont recommencé à augmenter. On en sort trois affirmations. La première, c'est qu'on a un marché à terme sur les cours du blé à Paris qui est structurellement dévoyé. On a une hausse sans précédent sur l'histoire de ce marché, des achats spéculatifs depuis le début de la guerre en Ukraine, mais aussi depuis 2020. Concrètement, en 2020, la spéculation, les achats spéculatifs, c'était 40% des achats qui étaient faits sur le matif. Depuis le début de 2022, c'est en moyenne 73%. On a eu un pic, je crois, en juin, le 15 juin 2022, où c'était près de 8 acheteurs sur 10 de blé sur le marché à terme, sur la place boursière française de blé, qui étaient des spéculateurs. Ce n'étaient pas des commerçants, ce n'étaient pas des meuniers, c'était des spéculateurs. Pourquoi est-ce que c'est des spéculateurs et comment ça marche concrètement? Généralement, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des banques d'investissement, ce sont aussi quelques commerçants qui prennent des positions et qui les tiennent en attendant concrètement que les prix montent et qu'ils les revendent quand les prix sont. Il y a toujours eu de la spéculation sur les marchés, financiers comme physiques. Concrètement, que ce soit n'importe quel marché dans n'importe quel pays ou n'importe quel marché financier, il y a de la spéculation, c'est ce qui fait un peu tourner le marché. Généralement, les économistes considèrent que c'est autour de 20 à 30% de spéculation qu'il faut pour qu'un marché fonctionne correctement. Là, on est à plus de 70% depuis 2022. Deuxième affirmation et deuxième conclusion, il y en a trois, hein, je vous rassure, après je m'arrête, mais les trois, je pense, sont importantes. La deuxième, c'est qu'on a des acteurs financiers de plus en plus dominants. Le marché à terme de Paris, il a été construit, pensé et structuré pour les commerçants, pour les meuniers, pour les agriculteurs, pour assurer en fait un prix de vente. Ce qu'on constate depuis 2020, c'est que excusez-moi, c'est peut-être pas très clair à l'écran. En bleu, ce sont les prises de position longues spéculatives faites par des acteurs financiers. En vert, ce sont les prises de position longues en réduction de risque faites par les acteurs commerciaux. C'est un meunier qui veut s'assurer en fait un prix de vente par rapport à son achat. C'est un agriculteur qui veut s'assurer un prix fixe par rapport à sa production. Et en jaune, c'est les prises de position longues spéculatives par les acteurs commerciaux. Ce qu'on remarque depuis 2020, c'est que la part d'achat fait par les acteurs commerciaux est en chute libre, que ce soit les achats spéculatifs ou les achats en termes de couverture de risque. Au contraire, la part des achats spéculatifs et des positions spéculatives faits par les acteurs financiers est en hausse. Actuellement, on a un matif qui est totalement dévoyé, où entre 65 et 70% des achats sont faits par des fonds d'investissement, par des banques d'investissement, au détriment des acteurs commerciaux. On a du coup en fait un marché, c'est à peu près la même chose sur le marché de Chicago actuellement, qui est totalement en défaveur des prises de position faites par les acteurs commerciaux. Ce qui m'amène à la troisième affirmation. On a un pic là où concrètement, c'est à nouveau, je crois que c'est en mai ou en juin, je suis désolé, j'ai plus la date exacte, c'est dans mes notes, où c'était je crois près de 70%, 69,3% des achats qui étaient faits par des acteurs financiers sur le matif. Du coup, ce qui nous amène, dernière slide, ce qui nous amène à la troisième affirmation, c'est qu'il y a une corrélation de plus en plus forte sur le marché à terme de Paris entre spéculation et hausse des prix. Ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est qu'avant 2021, avant le croisement des courbes entre la présence des acteurs financiers et des acteurs commerciaux, on avait de la spéculation sur le marché financier de Paris, on avait une spéculation qui était en hausse, mais on avait une spéculation qui réagissait à une hausse des prix sur les marchés physiques. On n'avait pas une spéculation en fait qui entraînait une hausse des prix. Depuis que la grande majorité des achats sur le marché à terme de Paris sont faits par des fonds d'investissement, par des banques d'investissement qui spéculent, il y a un effet d'entraînement. Depuis, généralement, le point de bascule, il est à fin 2021, début 2022. On a un effet d'entraînement et on a du coup des acteurs spéculatifs qui créent d'eux-mêmes la hausse des prix. Et c'est ce qu'on voit très bien au début de l'agression en Ukraine ou juste après, à la fin de l'été, mais j'y reviens. On a concrètement une hausse de la spéculation
Ça, c'est la hausse de la spéculation, ça, c'est la hausse, c'est les cours du blé du natif, donc c'est la hausse des prix. On a une spéculation qui précède, en fait, la hausse des prix. Là, c'est le début de l'agression russe de l'Ukraine. Concrètement, il y a eu des signaux qui ont été négatifs sur les marchés et du coup, on a eu des fonds d'investissement et des banques d'investissement qui ont investi en masse et qui ont spéculé en se disant bah, de toute façon, ça va augmenter. Et ils ont facilité en fait cet effet d'entraînement. Et fin de l'été, on a eu les accords d'exportation de blé ukrainien et de blé russe qui a été facilité par la Turquie. Concrètement, ça n'a pas eu une incidence significative sur les stocks disponibles sur les marchés. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas un vrai problème de stock, mais ça a envoyé au niveau international un signal positif. Immédiatement, on a une fin des spéculations qui précède une chute des prix. Donc là, c'est juste les positions d'achat, mais vous retrouvez ça sur les positions de vente. Et c'est une réalité qui est encore plus marquée si vous regardez le détail. Je ne l'ai pas mis là parce qu'il y a déjà trop de graphes, mais si vous regardez le détail en fait, par acteurs, on voit clairement que ce sont les fonds d'investissement, les banques d'investissement au niveau français qui sont en train de mener la danse et qui sont en train en fait, de créer ex nihilo une hausse des prix au niveau international sur les céréales et particulièrement sur le blé. Donc, pour conclure, je suis désolé, c'est un peu déprimant, hein, mais on a un marché qui est totalement dévoyé, on a des prix du blé, des prix des céréales et une prix de l'alimentation qui n'est absolument pas corrélé au stock disponible au niveau international, et on a une spéculation par des acteurs spécialisés sur le sujet qui sont en train en fait, de profiter d'une des pires crises alimentaires du XXIe siècle pour se faire du blé, pour se faire, sans mauvais jeu de mots, hein, excusez-moi, je suis fatigué aussi, alors qu'on est lundi, pour se faire de l'argent, avec les conséquences qu'on connaît tant dans les pays du Sud, où concrètement ce sont des gens qui vont mourir de faim, que dans les pays du Nord où c'est un prix au supermarché ou un prix de l'alimentation qui crève le plafond, et aussi des artisans, des commerces qui malheureusement commencent à avoir le risque de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent pas suivre le sujet. Et ça, c'est absolument pas dans le radar politique. Concrètement, nos rendez-vous au ministère de l'Agriculture, jusqu'à il y a un mois où on a commencé à leur présenter les premiers résultats de cette analyse, de cette étude qui n'est pas encore totalement finalisée, elle n'est pas publique, nous disaient non, mais il n'y a absolument aucune spéculation excessive, concrètement, il n'y a pas de problème, c'est une logique, il faut juste produire plus, on exporte plus, notre solde commercial, il s'en trouve amélioré, tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a pas de souci. Donc il y a vraiment une prise de conscience politique qu'il faut faciliter, qu'il faut pousser là-dessus. Merci Valentin. Désolé, j'ai peut-être été un peu plus long que prévu. Alors, il y a quand même des solutions. On est là aussi pour ça. Oui. Alors, il y a des solutions politiques. Là, c'est plutôt le domaine de Valentin. Et voilà, si vous avez envie de partager aussi ce que vous vivez dans vos entreprises, au niveau des achats, est-ce qu'il y a des moyens pour sortir de la spéculation? Voilà, comment le débat est ouvert. Allez-y, vous pouvez poser, lui est plutôt spécialiste politique, mais on peut discuter de solutions économiques des acteurs du terrain. Il y a les boulangers, il y a les meuniers, il y a les fabricants de viennoiseries industrielles, voilà, tout le monde est un peu concerné en fait sur le sujet. Ces profits sont taxés? Excusez-moi. On peut sûrement jouer là-dessus. Concrètement, quand on voit la difficulté qu'ont eu certains hommes politiques ou femmes politiques et certains membres associatifs à introduire dans le débat français l'idée de taxer les surprofits sur les questions de l'énergie, taxer les surprofits sur les questions de l'alimentaire, c'est une paire de manches qui est assez problématique parce que c'est vu comme un fleuron national et c'est assez compliqué. C'est un sujet qui est assez touchy si on ne veut pas se faire taxer d'agribashing ou de quoi que ce soit. Plus que le volet taxation, personnellement, à titre personnel, je serais plus sur un volet de limitation en fait, des positionnements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre tout type de spéculation. La spéculation des acteurs commerciaux sur les marchés, j'ai aucun problème avec ça en tant que tel parce que de toute façon, c'est des acteurs qui achètent et c'est des acteurs qui revendent. Ce ne sont pas des acteurs qui sont purement spéculatifs. Par contre, autoriser en fait, à des fonds d'investissement, à des banques d'investissement de se faire de l'argent et considérer en fait, que l'alimentation de tout un chacun est une marchandise comme une autre,
pour moi, le problème, il est plus là, et c'est plus des questions en fait, de limite de positionnement ou d'exclusion temporaire des marchés de ces acteurs qui seraient envisagées. Après, ce sont des recommandations qui sont à réfléchir et qui sont en cours de construction, donc je ne peux pas entièrement me positionner là-dessus, mais plus que à chaud là comme ça, plus que rouvrir un énième débat de taxation, de super profit, sachant qu'il y a des acteurs qui ne sont même pas français qui spéculent là-dessus, hein, c'est un marché européen, ça serait plus en fait essayer de faire sortir ces acteurs de ça, de considérer que l'alimentation, c'est aussi un bien commun et ce n'est pas une marchandise financière comme une autre, et qu'on ne peut pas jouer avec, c'est un bien public, et qu'on ne peut pas jouer avec la faim de tout un chacun impunément. Donc c'est plus un encadrement en fait, de ces marchés qu'à titre personnel, je pousserai. J'ai une autre remarque, parce que vous avez parlé de stock, mais parlé d'un stock disponible. Vous parlez de l'Ukraine, en fait, le problème, ce n'est pas le stock, c'est faire sortir ce stock de l'Ukraine. Donc, ça nuance un petit peu ce que vous disiez sur la détente, là, parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à sortir ce stock, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, ça peut, ça c'est du réel, c'est du concret. Donc, je ne sais pas, ce ne sont pas votre conclusion hein, par rapport à la spéculation, mais en tout cas, ça peut expliquer le fait que ça a baissé les prix derrière, parce que ce stock est sorti. Alors, visiblement, le stock est quand même sorti. Ouais. Mais c'est des stocks publics. Voilà. Concrètement, à peu près, on estime, mais on n'a pas de vision là-dessus, que 60 à 65% des stocks mondiaux de céréales sont des stocks privés. On n'a pas de vision sur le sujet, ce n'est pas des stocks qui sont basés en Ukraine. Et toute la question en fait, de la régulation, des limites de positionnement et concrètement de la compréhension des marchés est aussi une question de transparence. On a une vision qui est à peu près biaisée. Je suis désolé, enfin, on a une vision qui s'est améliorée après 2012 de la question des stocks publics, mais concrètement qui est totalement biaisée. Je vous dis, la Chine, concrètement, c'est 51%, ce qui déclare, c'est 10% des stocks mondiaux officiellement. Donc du coup, il y a des jeux géopolitiques, mais on n'a aucune vision, aucune base de données sur les stocks privés. Et on estime que la grande majorité des grains sont dans des stocks privés qui, pour le coup, attendent de les vendre quand les prix sont hauts. Ce qui ne change absolument pas votre... Sur le prix, c'est particulier. Il y a un instrument qui spécule aussi avec de la matière première. Ouais. Enfin, les Ukrainiens, et là, ils vont se retrouver avec les matières premières, ils ne vont pas s'en sortir au niveau trésorerie. Ah non. Même des grosses exploitations ukrainiennes, qui n'arrivent pas à sortir leur marchandise, eux, c'est le dépôt de bilan immédiat. Enfin, dans les 3 mois qui suivent. Donc, je pense que oui, ça ne s'amuse pas à spéculer. Non. Vous pouvez rappeler juste de quelle entreprise vous êtes ? Ah non, moi j'ai travaillé sur les marchés africains pendant la crise alimentaire, donc je connais bien le sujet. Donc je travaillais beaucoup avec des OS, dans des stockeurs qui effectivement spéculent pour s'assurer. Une sorte d'assurance en fait. Cette spéculation, pas pour gagner de l'argent, mais pour aplanir en fait la perte et les gains qu'ils peuvent faire en vendant leurs marchandises. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est des acteurs commerciaux. Voilà, ça marche assez bien. Il y a toujours eu qui régulent de même en fait aussi le marché. Hein. C'est nécessaire pour leur bon fonctionnement. Une question. On voit je vois de plus en plus de centrales d'achat et je voulais savoir s'il y a une solution avantages inconvénients pour trouver les meilleurs prix, en tout cas sur certaines matières premières. Voilà. Alors, moi, je peux moins répondre sur le contexte français. Je vais être très franc, je travaille plus sur les questions de ce qui se passe dans les pays en développement. Ce qu'on a constaté, nous, avec nos partenaires et dans les pays en développement, c'est qu'effectivement, les centrales d'achat, mais quand elles sont intégrées en fait, à des groupements paysans qui ont une volonté en fait, de recréer des circuits courts, de recréer en fait une reterritorialisation des productions, des transformations, de la distribution de l'alimentation. C'est clairement une solution qui a montré sa résilience durant la crise du Covid-19, qui montre sa résilience actuellement. Chez nos partenaires, ceux qui sont dans une démarche de coopérative ou dans une démarche en fait, avec un cahier des charges qui implique tant le producteur que le transformateur, que le distributeur, etc., de localisation, de relocalisation de la production, de la transformation, clairement montre une résilience parce que en fait, ils ne rentrent pas dans cette logique de marchés internationaux et de marchés financiers sur leurs prix. Au niveau français, je suis désolé, je botte en touche, je ne sais absolument pas comment ça peut fonctionner. Voilà, je ne connais pas du tout comment ça fonctionne en France. Les OS et les agriculteurs, en fait, c'est sur natif. Donc si le natif il augmente, vous avez droit aussi. Et à l'inverse, comme on
export, par exemple, dans ces filières, vous avez des agriculteurs, des fois, ils sont proches des marchés export, des marches filières, en gros, ça les intéresse beaucoup moins que d'aller. Ils ont une grosse pression pour aller vendre sur les marchés, sur les ports, et d'aller vendre ça à l'extérieur. Là, j'ai envie de dire, les blés français sont vendus, là, à partir du mois de janvier, avec un affaire. Tout est vendu en janvier, je pense, en termes de stock d'export. Je préfère être franc, je ne suis absolument pas un spécialiste du blé en France et de la construction des systèmes de distribution en France. Donc je peux vous répondre avec des exemples dans des pays du Sud, mais malheureusement pas en France là-dessus, je suis navré. Mais l'idée que, par exemple, les meuniers se rapprochent des agriculteurs, fassent des contrats privés, est-ce que ça peut être un moyen de résilience Dans la limite de ce qui peut être fait législativement parlant dans un pays, clairement. Nous, je veux dire, que ce soit en Inde, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Guatemala, nous, on a concrètement, sur toutes les filières, hein, le blé, le maïs, la patate, les légumineuses, tous nos partenaires qui s'en sont sortis, concrètement, sont dans des logiques de contractualisation au niveau local, sont dans des logiques de souveraineté alimentaire, en disant il faut produire localement, il faut distribuer localement, il faut sortir en fait de cette logique de financiarisation de nos productions. Et c'est une logique qu'on retrouve un peu partout, qui n'a pas attendu la guerre en Ukraine hein, pour se voir. Au niveau du nombre de personnes en insécurité alimentaire, la grande majorité des personnes en insécurité alimentaire au niveau mondial sont des paysans, sont des agriculteurs, sont des personnes qui travaillent dans le secteur agroalimentaire. Et il y a eu une prise de conscience autour des années 2018 qu'il faut en fait sortir de cette logique libérale dans de nombreux pays pour se nourrir si on veut lutter efficacement contre la faim. Donc, ça prévient effectivement contre la flambée des prix au niveau international, mais ça prévient aussi sur tout type de choc sur les prix alimentaires. Après, dans chaque État, il y a une législation spécifique, il y a des annexations en fait, des prix qui sont plus ou moins fixes sur les marchés. Dans des pays, je sais que c'est totalement possible, par exemple au Brésil, avec les politiques fin zéro qui ont été mises en place par Lula, même si elles ont un peu été détricotées depuis, c'est totalement possible en fait, d'avoir une coopérative qui fonctionne beaucoup plus en circuit clos, qui fonctionne beaucoup plus en contractualisation entre des meuniers, des producteurs, des distributeurs, justement en fait, pour se prévenir de cette variation et de cette flambée des prix. C'est quand même une grosse tendance du marché, voilà, du grain jusqu'au pain, c'est de resserrer les liens en fait, entre les différents acteurs, par des coopératives, par des différents systèmes. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Il faut sortir de ce marché et c'est vrai qu'en France, on pourrait se poser la question de sortir du natif. Enfin, voilà, de cette corrélation. Faire des accords, à condition que tout le monde joue le jeu, hein, parce qu'évidemment, il ne faut pas dire oui quand ça ne va pas bien, et quand ça va bien, joueront les contrats, parce que ça aussi, malheureusement, ça peut être opportuniste. D'autres questions ? Est-ce qu'il est raisonnable d'attendre les outils législatifs pour lutter contre cette spéculation? Parce que vous parliez d'une recommandation personnelle que vous aviez pour que le blé soit considéré comme un bien commun, mais quelles instances peuvent légiférer? Est-ce que c'est raisonnable d'attendre qu'elles le fassent? Parce que ça paraît complètement un fantasme. Hein. Alors, oui, enfin après mon travail est un peu un fantasme du coup en permanence parce que c'est mon boulot de pousser ces changements politiques, mais je partage. Non, il ne faut pas attendre qu'ils viennent et concrètement, que ce soit au niveau des citoyens, au niveau des députés parlementaires ou au niveau des organisations, de la société civile, des organisations de producteurs, c'est quelque chose qui a poussé, qui a à mettre sur la table. Et c'est clairement, nous, un des sujets phares là, des prochains mois qu'on va essayer de pousser, c'est une réglementation plus cadrée au niveau du matif. Le problème, c'est qu'on est dans une... il faut savoir par quel bout en fait, on tire la pelote de laine. Concrètement, le matif, il est construit sur Euronext au niveau des marchés européens. Si la France agit toute seule dans son coin, concrètement, ils vont me dire mais on va perdre notre rôle de leadership sur le blé meunier au niveau européen. Si les Américains ne font pas pareil à Chicago, ça n'aura absolument pas de sens. Donc en fait, c'est un casse-tête législatif où il faut savoir comment est-ce qu'on arrive progressivement à faire prendre conscience déjà du sujet, parce que ça, c'est absolument pas, je trouve actuellement, suffisamment dans l'agenda médiatique et suffisamment dans l'agenda politique. Donc comment est-ce qu'on fait monter ce sujet et après comment est-ce qu'on propose les outils législatifs le plus rapidement possible
pour encadrer ça. Michel-Édouard Leclerc en a parlé, je crois, Michel-Édouard Leclerc en a parlé, c'est le seul que j'ai entendu en parler. Il est quand même... Je ne suis pas en contact avec ce monsieur, malheureusement, mais je crois qu'il a parlé de la spéculation. Ah d'accord, bah écoutez, c'est plutôt très bien, parce qu'il y a 3 mois, je me suis fait allumer par tous les représentants du blé français quand j'avais commencé à parler de spéculation. Et donc du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire cette étude aussi, c'est que les premières stats, quand je les ai sorties, il y avait ça a été un peu violent sur Twitter à un moment, donc du coup, au contraire. Ah bah oui, bah voilà. Mais enfin, concret. Il y a pas mal de... Je pense qu'il y a un travail d'abord de prise de conscience sur le sujet qui est à faire, et il y a un travail où il faut pousser des recommandations politiques et des encadrements législatifs qui sont compréhensibles et facilement identifiables, tant pour le public que pour les politiques. Je pense que un moratoire, dans un premier temps, pour limiter en fait la spéculation sur les marchés à terme du blé et sur le blé meunier me paraît un premier pas. Il faut pour moi un encadrement de long terme et qui du coup prend un peu plus de temps, de restriction de positionnement sur les prix de l'alimentation sur les places boursières, parce que comme je l'ai dit, on est quand même au 3e crash des prix alimentaires mondiaux de l'alimentation en moins de 13 ans. Et si on regarde tous les indicateurs qui peuvent provoquer ces crashs-là, donc les conflits, les chocs économiques, les chocs climatiques, malheureusement, ils sont quasiment tous sur des pentes qui risquent d'empirer dans les prochaines années. Donc on sait que si on ne fait rien maintenant, en fait, on va avoir un effet boule de neige sur les prix de l'alimentation dans les prochaines années. Ouais, je suis désolé, je ne suis pas hyper positif dans mes présentations. Je vous propose de poursuivre avec Valentin, si vous voulez, tout à l'heure.